Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Elisabeth Roman, avec qui nous allons parler des stéréotypes de genre chez les enfants. Et du coup, je t'avais rencontrée à la Cité Fertile, et du coup, je suis très contente de pouvoir échanger à nouveau avec toi. Donc, Lisa, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Estelle, écoute, moi aussi très contente de participer à ton podcast. Alors, tu souhaites que je me présente, on y va. Je suis journaliste depuis très très longtemps, plus d'une trentaine d'années, et j'ai toujours été spécialiste du journalisme pour enfants, alors vraiment un journalisme scientifique ou de connaissances. Et depuis donc 5 ans, j'ai créé et je continue de faire Chica. Donc Chica, c'est le magazine d'empouvoirment des filles de 7 à 12 ans, aussi lu par les garçons. Voilà. Donc c'est un magazine trimestriel, papier, et je suis vraiment très heureuse de le faire et très fière de me sentir utile dans ce mouvement féministe avec un angle très particulier, donc m'adresser aux plus petites et aux plus petits. Très jolie présentation, et c'est vrai que c'est tellement important de s'adresser aux enfants pour ce genre de sujet, parce que quand même les enfants, l'éducation qu'on leur donne, ça permet de construire les futurs citoyens et citoyennes de demain. Donc c'est tellement essentiel qu'ils aient pas de stéréotypes de genre associés à à tout ça. Et du coup, ça me fait penser forcément à la première question pour introduire l'épisode, c'est quoi les stéréotypes de genre? Alors, les stéréotypes de genre, c'est ce qu'on nous inculque depuis tout jeune et toute jeune. C'est ranger les filles et les garçons, chacun de leur côté. Les exemples, ça va être les garçons ne pleurent pas, les filles sont des langues de vipère, les garçons aiment bouger, les filles pas trop, elles préfèrent la lecture. Les garçons n'aiment pas la danse classique, ils préfèrent faire du foot. Les filles aiment le rose et les garçons aiment le bleu. Ça, c'est le début des stéréotypes sur lequel on range tout. Et voilà, il y en a tellement. Et donc, c'est inculqué par plusieurs biais aux enfants. Donc, en premier lieu, la famille, ensuite l'école et les copains, et puis la société par ce qu'ils peuvent voir donc sur différents médias, que ce soit Internet, YouTube, les dessins animés, les pubs, les livres qu'ils lisent, etc. Donc voilà, on est tous et toutes lobotomisés dès le plus jeune âge par ces stéréotypes de genre, et même parfois quand on veut les combattre, même si on est on est très conscient et consciente de ces stéréotypes, parfois c'est très très dur de les combattre parce que vraiment ils nous ont ils nous ont pris la tête, ils ont envahi notre cerveau et nos psychologies depuis toute petite et tout petit. Très clair. Et du coup, pour rebondir avec les questions, comment du coup ça s'explique ces stéréotypes de genre? Est-ce que tu as une petite idée de pourquoi ils existent, en tout cas dans notre société, et comment ils ont existé? Parce que de mémoire, je me rappelle, ce que j'avais lu, c'était par exemple au 19e siècle, de mémoire, le bleu c'était la couleur des filles et le rose c'était la couleur des garçons, parce que le bleu c'était associé à tout ce qui était religieux spirituel, et le rose était associé à ce moment-là à tout ce qui est la guerre, le sang, enfin c'était comme ça dans l'imaginaire. Et aussi nous donner aussi des clés sur pourquoi c'est important de les combattre dès le plus jeune âge. Alors, ces stéréotypes de genre, ils viennent d'où? Ils sont historiques, hein, c'est-à-dire, quand on regarde un peu l'histoire des femmes, on se rend bien compte que les hommes, pendant longtemps, et toujours aujourd'hui, hein, on appelait les femmes le sexe faible. On a toujours voulu mettre les femmes dans un lieu bien particulier. Les hommes ont toujours voulu les dominer pour
X raisons, mais notamment ben, pour avoir un certain pouvoir. Et on voit encore aujourd'hui bah, que c'est pas fini. Donc cette problématique, elle a été mise en place par plein de personnes, par exemple des scientifiques, des docteurs qui expliquaient que les femmes, dues à leur constitution, à leur cerveau, bah, ne pouvaient pas faire autant que les hommes, et ça dans tous les domaines, que ce soit l'art, la politique, les métiers, etc. Donc ces stéréotypes de genre permettent effectivement d'asseoir le pouvoir des hommes sur les femmes. Maintenant, quand on parle, par exemple, des stéréotypes bleu et rose, évidemment, c'est pour bien, pareil, créer deux clans. Mais par exemple, pourquoi ça a changé, hein, puisqu'effectivement, tu as raison de le rappeler, avant, c'était les femmes plutôt qui étaient en bleu et les garçons en rose. On ne sait pas pourquoi ça a switché, mais tout ce qu'on sait, c'est que dans les années 80, alors que dans les années post-68, finalement, les enfants étaient habillés pareil, avec des cagoules, des pulls qui collaient, plutôt du orange ou du marron. Ça, c'est les couleurs 70. Les filles étaient en pantalon, elles jouaient avec les mêmes Lego que les garçons. On a des pubs où on voit une fille et un garçon. La fille tient un avion en Lego et puis le garçon, je crois que c'est un train. Enfin bref, dans les années 80, il y a eu beaucoup moins de familles nombreuses. Ces familles, à l'époque, ben, continuent finalement à passer un jouet, un vêtement d'un enfant à l'autre. Donc ça, c'est vraiment une histoire de marketing et de fric, c'est-à-dire les entreprises qui vendaient des jeux, qui vendaient des jouets, qui vendaient des vêtements, se sont dit, alors j'aimerais bien savoir qui, parce que ça, historiquement, c'est très difficile de savoir quelle est la personne qui, dans une grosse boîte, s'est dit, tiens, on va faire ça. Bah, le fait de couper en deux, ça a permis de vendre plus, hein. C'est-à-dire que quand on a décrété finalement que le rose était la couleur des filles, bah, si par exemple dans la fratrie, la fille aînée, on lui offrait un vélo rose, il était hors de question que son frère bah, l'utilise ensuite. Donc bah, il fallait lui acheter un autre vélo plutôt bleu. Voilà. Donc, et ça continue hein, d'ailleurs, hein. Moi, dans chaque numéro de Chica, je montre cette prédominance du rose et du bleu dans tous les domaines. Ça va être d'un globe terrestre à un casque pour faire du roller, à un matelas gonflable, enfin à des équipements de tennis, hein. Et donc voilà, ces stéréotypes continuent même quand on les pointe. Mmh. Ouais, c'est un peu frustrant et assez triste car du coup, on fait tous nos efforts pour, lutter contre ça, mais malheureusement, on peut pas forcément y échapper parce que même entre enfants aussi, ils forcément, je sais pas si une fille, elle voit que toutes ses amies, elles ont une Barbie, elle va pas forcément vouloir avoir, je sais pas, un train ou quoi que sais-je, parce que du coup, il y a aussi l'intégration sociale qui est un peu plus difficile si tu sors, du lot, quoi, surtout pour les enfants. Oui, effectivement, ben, le combat est dur, mais enfin, quand on voit nos femmes aînées, nos ancêtres, ben, on sait que oui, c'est petit à petit, c'est une goutte d'eau ce que je fais. Mais en même temps, par rapport, puisque bon, moi, j'ai beaucoup de mes lectrices et quelques lecteurs, puisqu'il y a quand même aussi des garçons, qui m'écrivent, je vois que ben, beaucoup finalement se servent de Chica pour porter la bonne parole. Et même si cette parole n'est pas répandue de façon extrême, ben, voilà, je pense que ce sont des filles qui plus tard en tant qu'ado, plus tard en tant que femme, continueront certainement à propager le message que je, pro- que je diffuse. Mmh, mais je suis pas d'accord avec toi dans le sens que tu fais ce que tu dis, ce que tu fais, c'est une goutte d'eau parce que finalement, tu impactes la vie de tes lecteurs, de tes lectrices et ça, je pense que c'est hyper transformateur pour elles et eux et ça change la façon dont ils regardent le monde et ça leur donne confiance aussi dans leur propre pleine capacité, qu'il y a pas de différence et ça, c'est des choses tellement essentielles et importantes dans l'éducation et ça m'amène aussi à penser,
comme question, c'est que du coup, enfin, quelles sont les conséquences du coup des stéréotypes de genre sur les enfants si malheureusement ils n'ont pas des ressources comme la tienne avec Chica dans lequel ils vont pouvoir ils se construire et développer leur esprit critique. Ça donne des choses assez particulières, à savoir des ados, filles qui ne sauront pas dire non, qui ne sauront pas ce que c'est que le consentement, des filles à partir de 18-20 ans qui, si leur petite amie décide de partir dans une autre ville pour suivre leurs études, bah souvent elles sacrifieront leur propre choix d'études pour les suivre. Ça donnera des filles qui ont ce fameux complexe de l'impostrice. Euh, ça donnera tout ce qu'on sait finalement des femmes soumises, des femmes soumises donc à leurs hommes, des femmes. Alors là, évidemment, là, je te décris quelque chose de dramatique, mais finalement, quand on voit les études et ce qui se passe, bah, on voit qu'il y a encore beaucoup de femmes qui souffrent de tout ce qu'on leur a inculqué, et d'hommes aussi, hein, bien sûr, puisque on leur inculque aussi la même chose. Tu dois avoir le pouvoir. Souvent, on leur parle. Finalement, on leur explique souvent qu'une femme, c'est un objet. On le voit aujourd'hui, malheureusement. Alors, je ne sais pas quand ce podcast sera diffusé, mais le procès de Dominique Pellicot, c'est quand même un exemple terrible de ce que peut donner le patriarcat, les stéréotypes de genre, etc. Hmm. Oui, merci pour cette présentation très détaillée et et je suis d'accord, ouais, ça peut vraiment, enfin, vivre dans une société patriarcale, ça peut clairement impacter négativement la vie des gens. Et ouais, ce procès de Dominique Pellicot, je trouve ça tellement horrible ce qui s'est passé pour Gisèle. Enfin, franchement, elle est tellement courageuse, je la trouve d'une force incroyable de pas avoir voulu que ça se passe en huis clos pour que tout le monde, toutes les femmes, enfin, elles puissent se saisir, elles puissent se rendre compte qu'il peut avoir une soumission chimique grâce à son procès, grâce à malheureusement ce qui lui est tristement arrivé. Enfin, je trouve ça tellement abominable. Il n'y a même pas de terme pour définir ça. Et ça me fait penser aussi à un livre qui s'appelle Le coût de la virilité et que ça montre en fait que, bah, vu qu'on tolère, limite, on accepte davantage de la violence chez les hommes, en tout cas dès le plus jeune âge, et ben par la suite, ça provoque des comportements bah, hyper dangereux parce que du coup finalement si on regarde les statistiques hein, les meurtriers, les violeurs, les accidents sur la route, enfin c'est quasiment que des hommes, enfin c'est not all men mais always men malheureusement, enfin c'est des choses qui mettent du temps à changer quoi, et ça c'est un peu terrible. Voilà, alors, ouais, toute une histoire, je pense, d'éducation. Maintenant, tu vois, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on est en 2024, tous ces hommes, quand même, malgré tout, entendent ce qu'on dit, et malgré tout, ils laissent parler leurs pulsions plutôt que d'aller voir un psy, quoi, tu vois? Et c'est ça qui m'affole. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, c'est une histoire d'éducation, mais c'est aussi des hommes qui sont très au courant et qui laissent parler leurs pulsions. Voilà, tout en s'imaginant qu'ils ne seront jamais pris. Euh, donc, oui, il faut éduquer les petits garçons, les petites filles, mais waouh, tous ces hommes qui voient, qui lisent ce qui se passe, qui comprennent, bah, ils continuent quand même à y aller, quoi. Donc, je sais plus, c'est hier, je suis tombée sur des chiffres en fait. Il y a, je sais plus en quelle année, mais au Canada, il y a une étude qui a été faite et qui a demandé à des garçons, enfin à des hommes entre 18 et 30 ans, je crois, si vous étiez sûr de ne pas être attrapé, de ne pas être puni pour des viols de femmes, est-ce que vous le feriez? Bah oui, le tiers dit oui. Bon, voilà, donc tout ça pour te dire que quand même, l'éducation, oui, mais faut peut-être encore réfléchir à d'autres choses, hein. Je sais pas quoi, mais aujourd'hui, tout ça est quand même dramatique parce que ça sort aussi. Le silence ne se fait plus, voilà. Alors effectivement, Gisèle Pelicot, c'est une femme qui a été soumise sans le vouloir, mais certainement aussi dans sa vie privée, je pense, avec quand elle n'était
pas sous influence chimique. Mais il faut penser aussi à toutes ces femmes que les hommes soumettent de façon complètement ouverte et, euh, à qui on fait faire des choses, enfin parce qu'elles sont sous emprise. Voilà, donc ça aussi pour moi c'est très important, le combat contre l'emprise. Et je pense que ça vraiment c'est quelque chose qu'on peut faire dès le plus jeune âge. Savoir dire non euh, et lutter pour fuir quand le non n'est pas entendu. Voilà. Mmh. Oui, c'est très important ce que tu nous dis et par rapport à ton étude, je l'avais vu aussi récemment et de mémoire, ça date de 2016, la date de l'étude. Potentiellement, les chiffres peuvent évoluer. Enfin, j'espère qu'ils évolueront dans le bon sens si cette étude était refaite, en 2024 quand même. Mais, heu, mais oui, je suis d'accord, c'est hyper important de lutter contre l'emprise et savoir dire non et du coup, ça m'amène comme question, toi, du coup, avec, Chica, qu'est-ce que tu fais, du coup, pour, ces sujets-là? Enfin, comment, tu fais tes articles? Enfin, explique-nous un peu, ouais, comment tu mets ton combat de féminisme dans ton magazine. Alors, là, tu vois, je suis en train de faire le numéro 22, qui va paraître très vite. On est en septembre. Dans chaque numéro de Chica, il y a un dossier. Euh, donc, bon, par exemple, le dernier, c'était autour du sport. Mais le sport, pour moi, ça a été important de dire, OK, ces femmes voulaient faire du sport, elles se sont battues pour monter sur le podium. En fait, généralement, souvent, les dossiers de Chica, elles se sont battues pour, parce qu'on se rend compte que finalement, dans toute l'histoire des femmes, que ce soit il y a longtemps ou aujourd'hui, bah, quand on veut quelque chose qui est réservé aux hommes, on est obligé de se battre. Mais ça peut être, donc ça a pu être ça a pu être ces femmes qui se sont déguisées il y a longtemps pour faire les mêmes choses que les hommes, c'est-à-dire être médecin, être soldate. Même récemment, dans certains pays, certaines femmes qui ne sont pas autorisées à aller voir des matchs de foot se sont déguisées en hommes, etc. Mais ça va être aussi des choses importantes sur le corps humain spécifique aux femmes. Par exemple, dans le numéro 20, j'ai fait un, un spécial Bienvenue à tes seins. euh, Parce que ben voilà, ça fait partie des sujets tabous. Alors je pense que je suis la première avoir mis des seins, même s'ils sont d'une façon représentés d'une façon graphique sur une couverture de magazine pour enfants, parce que bah oui, c'est quelque chose qui est important aussi de d'expliquer le corps féminin qui est très souvent sexualisé. Euh, donc ça, c'est un dossier. Voilà. Alors, on a parlé d'amour, de consentement, de poils, j'essaie de voir tous les sujets que j'ai fait, du vote des femmes, des suffragettes, des animaux femelles même. Euh, voilà, voilà, il y a toujours un gros dossier. Et puis ensuite, il y a comme dans n'importe quel magazine des rubriques. Par exemple, justement, il y en a une sur les stéréotypes de genre, où de façon un peu innovante, le titre est barré. Ça, généralement, on voit pas ça dans les magazines. Donc, par exemple, ça va être les filles sont des langues de vipère, puis je barre. Et on va essayer de trouver par des études sociologiques ou des études historiques ou etc. Comment ce stéréotype est arrivé, est-ce qu'il est vrai ou faux. Euh, donc ça, c'est la partie donc anti-stéréotype. Après, il y a toujours, et ça c'est plutôt assez classique depuis quelques années, le portrait d'une femme du passé, une pionnière en son genre. Donc, par exemple, on a pu mettre en avant des femmes qui ont été des, comment dire, des héroïnes de la guerre et qui ont été des résistantes, mais ça a pu être aussi des femmes complètement
insolites dans leur combat. Par exemple, une américaine qui depuis petite voulait être pompière, mais tu vois, au 19e siècle, quoi, et qui toute sa vie s'est battue aux côtés des pompiers, etc. Chose hyper innovante. Donc ça, c'est une chose bien particulière. Qu'y a-t-il d'autre dans mon magazine que je connais par cœur, mais il faut quand même que je regarde le sommaire. Alors oui, je mets aussi en avant des rôles modèles de leur âge, c'est-à-dire ça s'appelle les chicadors, et on se rend compte qu'en France et à travers le monde, il y a des filles de 10, 12, 14 ans qui inventent, qui ont des combats, qui sont des activistes, hein. Et je trouve que c'est important de dire aux filles, ben, euh, il n'est jamais trop tôt pour être féministe, hein, et qu'elles peuvent aussi se mettre en avant, faire des choses, être elles-mêmes les rôles modèles de leur génération. Euh, alors, bon, il y a toujours quelque chose, il y a beaucoup d'actu aussi. Il y a beaucoup d'actu. Ben, il n'y a pas un jour sans qu'il se passe quelque chose à travers le monde où des filles euh, se battent ou comment dire, parfois sont opprimées, donc on en parle, et quelles sont leurs solutions, etc. Bon, c'est important. Si tu veux, pour moi, Chica se, se distingue des livres féministes pour enfants, parce qu'il y en a énormément aujourd'hui, hein, souvent avec beaucoup de portraits de femmes, et c'est génial. C'est que moi, en tant que média, j'apporte de l'actu. C'est-à-dire, je montre ce qui se passe aujourd'hui et maintenant, je montre que les choses évoluent. Et c'est ça un petit peu la différence que Chica peut avoir avec un livre, en fait. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les filles, chez les femmes. On a aussi des interviews, et alors là, on aime bien montrer des femmes qui font des choses complètement incroyables, des femmes d'aujourd'hui. Alors ça peut être des femmes qui font des activités sportives incroyables, comme du parachutisme artistique, ou alors des femmes qui ont des métiers un peu dingues, hein. Là, je pense à cette femme là qui travaille sous l'eau et qui s'occupe de réparer des bateaux, etc., en scaphandre. Enfin bon, voilà. Donc on se montre aussi bah, qu'il y a elles font plein de métiers incroyables qu'on disait réservés aux hommes avant. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Tu vois, j'ai tellement de trucs. Alors, tu vois, par exemple, on finit par les bonnes paroles. C'est un jeu. Et les bonnes paroles, c'est chaque fois, je sors une phrase qui a été prononcée par une femme plutôt célèbre. Et on essaye de comprendre ce qu'elle veut dire. Donc, par exemple, celle du mois dernier, c'était la façon dont les autres vous voient n'a pas d'importance. Voilà. Et c'était une phrase de Andil Matukane, qui est une femme qui travaille en Afrique du Sud, et elle s'est donnée pour mission de fournir des légumes pas chers aux familles. Tu vois, ça peut être des femmes très connues comme des femmes moins connues, ou par exemple eh ben, la fameuse femme qui a inventé cette phrase célèbre, mais enfin moi je connaissais pas son nom. Je pense que tu la connais, cette phrase qui dit: une femme a autant besoin d'un homme qu'un poisson d'une bicyclette. Voilà. Cette femme, c'est Irina Dunn, et voilà, tu vois. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de choses aussi ludique pour que ce soit pas non plus un truc. Voilà, on peut passer des messages aussi avec des choses un petit peu comme ça ludiques aussi, tu vois. On peut pas être dans le lourd et le pesant tout le temps. Voilà. Waouh, quelle belle présentation. Bah, merci, et merci, bah, du coup, de ta présentation et pour ce que tu fais, parce que c'est tellement incroyable comme, bah, comme activisme, je trouve. Enfin, je trouve ça super. Si j'avais des enfants, clairement, je leur ferais lire Chica et Chiquitas, qui est aussi ton autre magazine pour les plus petits de mémoire. Alors, Chiquita s'est arrêté, effectivement. Je l'avais fait donc pour les 4-7. Il a très bien marché, mais je t'avoue que je suis une toute petite entreprise. Hmm. Et il faut pas oublier que bah, nous, les femmes qui portons comme ça
un message féministe, bah, souvent on est un peu, on peut être parfois en mode burn-out ou moi j'avoue que là c'était un peu complexe. Donc il a fallu faire un choix. J'ai continué de choisir Chica. Sûrement Chiquita reviendra un jour, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, comment dire, je reste sur Chica. J'ai d'autres projets en tête, des choses pour les plus de 12 ans, des expos. Enfin, si tu veux, je ne manque pas de projets. Et pour l'instant, je me consacre aussi un petit peu à moi parce que pour que le combat dure, bah, c'est un petit peu comme un pompier, quoi, hein. S'il veut sauver des gens, il faut d'abord qu'il se protège lui-même. Donc, il est très important dans ces combats féministes qu'on se protège aussi soi-même d'abord pour pouvoir les continuer. Voilà. Donc, savoir à quel moment on réduit la voile euh, et pour se redonner les forces. Voilà. Oui, oui, je comprends, c'est important de pas se brûler les ailes, comme on peut dire. Et en tout cas, enfin, pour Chica, c'est déjà tellement énorme ce que tu fais comme travail. Enfin, je trouve ce qui est vraiment génial, c'est que tu permets aux enfants d'apprendre à développer leur esprit critique, parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup de nos jours, surtout pour les enfants, où par exemple, surtout qu'ils peuvent être très jeunes sur des téléphones, sur les écrans, ils sont bombardés d'informations et en fait, comment dire, il n'y a pas quelqu'un qui va leur expliquer le contexte, je sais pas, même enfin sur tous les sujets, ils lisent un livre ou ils regardent un dessin animé avec leurs parents, ils n'ont pas forcément toutes les clés de compréhension des sujets. Et ça, je trouve ça chouette que tu donnes le contexte, que tu leur donnes la citation, elle a été dite par telle femme et pourquoi. Et ben ça, il y a ça, enfin ça, il y a plein de sujets hyper importants et c'est tellement important de les sensibiliser très jeunes pour, comme tu disais, faut pas qu'après ça puisse bah, les femmes elles puissent avoir le syndrome de l'impostrice, elles puissent ne pas savoir dire non. Enfin, c'est des choses comme ça. Dès le début, c'est important. Et puis, je trouve ça très chouette de mettre en avant des femmes inspirantes parce que c'est hyper important le pouvoir des rôles modèles, que ce soit, comme tu disais, des héroïnes de leur âge ou des héroïnes plus tard. Comme ça, elles peuvent se projeter tout le long. Et puis, ouais, chapeau aussi pour parler du corps humain aussi jeune. Parce que moi, je me rappelle, il y avait à mon époque, on peut dire ça comme ça, le dico des filles. Et il y avait aussi un autre dico qui était très connu, mais je me rappelle plus du nom, mais qui était hyper culpabilisant pour les jeunes filles. Enfin, tout ce qui est dico des filles et compagnie. Enfin, c'était hardcore en fait. Quand tu lisais ça, tu ressortais avec des complexes parce que les poils déjà ils s'étaient diabolisés quoi. Ouais, ouais, complètement. Alors j'essaye de, tu vois, de pas tout mettre en même temps parce qu'effectivement, je crois que dans des livres comme le Dico défi, etc., c'est un peu comme tout, quoi, tu vois. Moi, si j'ai aussi choisi d'être trimestriel, c'est parce que je pense que il faut que j'arrive un petit peu tous les 3 mois avec. C'est des messages lourds quand même. On est face à une société qui dit qu'effectivement il faut enlever ses poils, enfin, tu vois, bon, plein de messages. Donc, si tu veux, moi, je distille un truc un petit peu comme je sais pas comment t'expliquer, comme une piqûre soudaine et qui, tu vois, voilà. Alors quand tu achètes un livre, effectivement, autour du corps des filles, du corps des garçons, de leur vie, etc., bon, je trouve ça très bien, mais en même temps, c'est un petit peu des choses que tu vas lire et oublier, tu vois. Enfin, oublier, non, mais dirons-nous, c'est un gros morceau pendant un certain temps. Moi, mon idée, c'est tous les 3 mois, tu as une espèce de piqûre, tu vois, auquel tu t'y attends pas, et qui va te donner une énergie jusqu'aux 3 mois de la prochaine publication, tu vois. Donc, effectivement, ces livres étaient un peu fous à l'époque. Aujourd'hui, c'est très bien qu'il en existe d'autres avec d'autres messages. Mais, tu vois, c'est un peu comme un dictionnaire, quoi. Tu vois, quand tu achètes un dictionnaire, tu vas pas dire de A à Z, etc. Bon, c'est très bien, mais moi, j'aime bien aussi ma technique, qui est d'être présente tout le long. Voilà. Il y a deux techniques différentes pour lutter contre tout ça. Voilà. Oui, si je pouvais faire une sorte de petite métaphore avec le sport, toi, du coup, tes magazines Chica, c'est plus un marathon, parce que du coup, c'est plein de sujets qui arrivent, mais petit à petit, et du coup, ça demande de la préparation, d'être sensibilisé, et ça vient au fur et à mesure, alors que les gros livres, comme
des gros dictionnaires ou que sais-je, c'est plus un sprint où là tu vas lire vraiment tout ce qu'il y a sur le sujet, alors que là le marathon, bah il y a plein de sujets à découvrir et du coup bah c'est pas, ça prend du temps. Et du coup ça me fait aussi penser, comment tu fais toi pour faire bah du coup des, enfin donner un magazine qui soit enfin, comment dire, ludique et parce qu'en fait, comme tu l'expliquais, c'est des choses, des sujets difficiles à traiter. Donc, comment tu fais pour vulgariser tout ça, pour que ce soit à la hauteur des enfants, pour qu'ils comprennent bien? Est-ce que ça aussi, ça doit être tout un exercice? Alors, bah, je te remercie pour l'image, je la trouve vraiment très chouette, donc je la garderai sûrement pour mes prochaines interviews. Alors, bon, alors figure-toi que moi j'ai fait des études de journalisme scientifique, mais que très vite, il y a 30 ans, le truc qui m'a tout de suite plu, c'est m'adresser aux enfants. Alors pourquoi? Je pense que j'ai une structure particulière qui fait que j'ai gardé mon état d'esprit de 10 ans. Voilà, dans ma tête, je sais exactement comment on parle à quelqu'un de 10 ans. Donc en fait, quand j'écris, je me parle à moi-même. Ce n'est pas un exercice difficile. J'écris comme si je parlais aussi. Mes phrases sont de l'ordre de l'oralité. Je sais exactement ce qui est de l'ordre du compréhensible ou pas, puisque je me remets dans ma peau d'un enfant de 10 ans. Et je crois que c'est très important quand on décide d'écrire pour les enfants qu'on sache faire ça. Moi, parfois, je lis des choses, et c'est pas pour dénigrer mes collègues ou des autrices ou auteurs pour enfants, mais parfois, je trouve que il y a un vocabulaire qu'employé, des tournures de phrases, etc., qui sont un peu adultes, hein, voilà. Moi, je me dis, ok, ce mot, je dois l'employer, il faut que je l'explique. Mais si je ne peux ne pas l'employer, je ne l'emploie pas. Je suis pas en train de faire, je suis pas une instite, en train de faire des cours de vocabulaire. Moi, j'essaye de faire passer des messages. Donc, les messages, ça passe souvent par la simplicité, l'humour, des phrases courtes. Et voilà. Donc, je pense que pour moi, c'est pas très difficile comme exercice, bah, parce que je suis toujours une gamine, quoi. C'est-à-dire une gamine de 10 ans qui découvre, qui s'émerveille à chaque fois qu'elle découvre quelque chose dans le monde, qui peut être étonnée, qui peut être en colère, et voilà, qui essaye de répondre de poser des questions, tu vois, comme quand tu as 10 ans que tu poses des questions à tes parents et que tu veux absolument la réponse. Voilà, j'ai gardé ça au fond de moi. Psychologiquement, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais ce qui fait que moi, en fait, je m'éclate, quoi. C'est-à-dire, j'ai toujours ma petite Elisabeth, là, trimballée en moi, et qui se fait du bien en faisant ça, en fait. Non, mais c'est très beau ce que tu dis, parce que de ce que je comprends, c'est que tu as gardé avec toi ton enfant intérieur. Et ça, c'est vrai que quand on est adulte, on a tendance à l'oublier ou à le mettre de côté. Et c'est hyper beau, cette proximité que tu as avec cet enfant intérieur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient se reconnecter avec son enfant intérieur pour pouvoir, bah, tout simplement, en effet, se mettre à la hauteur, à la place des autres. Ça pourrait plus développer, je pense, l'empathie, la compréhension de l'autre. Parce que quand on est enfant, en plus, on aime tout le monde, en fait. Le racisme, ça n'existe pas, parce que, ok, t'as une couleur différente, mais et alors, on s'en fout, en fait, quand on est gosse. On est juste là en train de jouer les uns avec les autres. Et ça, c'est vrai que cette candeur, cet émerveillement continu de la vie, bah, il a un peu disparu, surtout qu'en enfant, on croit au Père Noël et à la petite souris, donc il y a un petit peu de magie aussi en soi. Alors oui, alors là-dessus, je mettrai un bémol, parce que moi, tu sais, je lis beaucoup d'études sur les enfants, tu vois, sur leur jalousie, etc. Enfin bon, je pense comment dire, moi, je mettrais pas les enfants sur un piédestal, tu vois. Je pense qu'ils ont, comme nous, des problématiques, qu'ils ont des défauts, des qualités, des mauvaises pensées, etc. La seule chose, je pense que ils en sont pas conscients. Voilà, c'est-à-dire qu'un adulte, normalement, qui fait du mal, s'il est évolué psychologiquement, il sait qu'il est en train de faire du mal. Un enfant, parfois, ne le sait pas, c'est-à-dire qu'il réagit à ses pulsions, comment dire, de façon totalement inconsciente, en fait, tu vois. Donc, c'est peut-être l'adulte qui repense à lui étant enfant, qui peut réussir à se soigner parce que il peut mieux comprendre pourquoi il a été comme ci ou comme ça en fonction de ce que les adultes, par exemple, lui ont infligé, tu vois. Mais
Voilà. Donc, moi, j'ai pas forcément ce regard émerveillé sur l'enfance, parce que en plus, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, et ça, on le voit quand on sait que dans des classes, il y a deux enfants sur trois qui vivent l'inceste. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent des choses monstrueuses et terribles, même si aujourd'hui, le mot monstre n'est plus vraiment accepté, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais des choses monstrueuses, on peut quand même, je pense, le dire. Et que donc, tu vois, l'enfance, pour tout le monde, c'est pas le paradis, et que voilà. Mais je pense que par contre, c'est que là où c'est ce moment où beaucoup de choses se jouent, et que ces enfants, si ils ont justement reçu certaines notions comme l'empathie, le regard de l'autre, l'autre n'est pas un objet, enfin bref, des choses très psycho. Moi, je serais beaucoup pour des cours de psycho à l'école, même si ces pauvres profs, on leur demande de faire tout et n'importe quoi maintenant, parfois, et qu'on se dirait que c'est plus de l'ordre de la société ou de la parentalité, mais bon, beaucoup de parents sont incapables de faire ça aussi. C'est à ce moment-là où tout se joue, et que moi, mon envie, justement, c'est d'en faire, parce que qui, malgré tout, a le pouvoir sur le monde, c'est les adultes, et particulièrement les hommes, tu vois. Donc moi, vraiment, mon idée, c'est que ces enfants aient le plus d'esprit critique possible pour plus tard prendre les meilleures décisions pour la société, tu vois. Tu vois, je suis, comment te dire, très pragmatique aussi dans mon. Alors, j'ai pas un regard dénué non plus de d'amour, de gentillesse sur les enfants, mais si tu veux, j'ai pas non plus un regard. Euh, voilà, j'ai pas un regard complètement ébahi. Pour moi, c'est une période de vie. C'est là où beaucoup de choses se jouent. Et c'est là où il est important, justement, de faire en sorte de les faire grandir pour qu'ils soient utiles à la société plus tard, et qu'ils la transforment aussi. Voilà. Oui, c'est un très beau message ce que tu nous dis. C'est vrai que ce que je comprends et ce qui est aussi mon état d'esprit, c'est que clairement l'enfance, c'est carrément le catalyseur de notre vie d'adulte en fait, parce que, enfin, bien sûr il y a des exceptions, mais c'est sûr que si en tant qu'enfant tu reçois plein de valeurs qui font sens pour toi, que tu comprends ces valeurs comme l'empathie, la bienveillance et compagnie, et bien tu vas plus facilement devenir un adulte comme ça plutôt que si bien sûr, hein, malheureusement, comme tu dis, il y a plein d'enfants qui vivent des situations très 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 difficiles, très compliquées psychologiquement, et du coup, s'ils n'ont pas les bonnes personnes pour les accompagner, potentiellement, ils peuvent mal tourner. Bien sûr, après, il y en a qui arrivent à en faire une force des traumatismes qu'ils ont pu vivre, et c'est incroyablement beau. Mais ouais, je suis d'accord que c'est tellement important l'enfance pour se construire, la construction de soi, la construction de notre rapport avec les autres. Et en effet, c'est une période charnière qui est compliquée, parce qu'en fait, quand t'es enfant, tu découvres vraiment la vie, quoi. Tu sais pas trop. Quand t'es adulte, c'est plus simple. Enfin, plus simple. On comprend, je pense, jamais réellement la vie, mais je veux dire, quand t'es enfant, t'es jeté un peu dans la jungle. Tu sais même, t'as même pas demandé à être là, et t'es là, et tu dois un peu gérer avec tout ça. Donc ouais, c'est pas évident. Et en effet, ouais, de leur transmettre des bonnes valeurs pour qu'ils puissent grandir en conscience et qu'ils puissent prendre des choix en conscience par la suite, parce que encore une fois, quand tu sais ce que c'est le consentement, quand tu sais ce que c'est ce genre de choses, en fait direct tu l'appliques, alors que si tu sais pas, en fait tu découvres, donc forcément tu vas faire des erreurs, forcément ta parole va être remise en question, forcément il va se passer plein de choses pour toi, et ça va être très dur après dans ta vie d'adulte de pouvoir t'assumer et affronter un peu tes démons intérieurs avec les constructions que tu as eues, parce que tu as plein de biais cognitifs qui sont là, plein de croyances limitantes. Et ouais, c'est tout un travail de tout balayer, alors que si dès le début, hop, tu commences à balayer, il y a moins de travail à faire, quoi. Ouais, voilà, ouais, je pense que tu as tout à fait raison, Estelle. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est du boulot, et voilà, j'essaye d'apporter ma petite aide à ce travail-là. Voilà, en toute humilité, hein, bien sûr, parce que voilà, je fais pas partie des gens, par exemple, qui font les programmes de l'éducation nationale, tu vois. Moi, je mettrais de la psycho, des tout petits, de la philo. Je mettrais
aussi des cours de cuisine, de ménage pour les filles et les garçons. Voilà. Et puis je ferai aussi des cours de parentalité pour les parents, parce que c'est clair, aujourd'hui on se rend compte que quand on voit effectivement ce qui se passe dans notre monde avec ces incestes, deux ou trois enfants incestés sur une classe, tu dis quand même, il y a des choses, il faudrait presque un permis pour devenir parent, alors que c'est la chose la plus simple. Donc voilà, tu vois, moi, les choses que je mettrais en place par rapport aux enfants si j'en avais le pouvoir. Donc voilà, moi je fais Chica, c'est une petite goutte d'eau, mais j'espère que il y aura des petits ruisseaux qui seront créés après Chica, voilà. J'en suis sûre qu'ils sont déjà là, les petits ruisseaux. Et du coup, ce que tu disais, c'est que c'est aussi mon état d'esprit, c'est que avec Chica, comme moi, avec Matrimoine Féministe, on plante des petites graines d'éveil féministe. Elles peuvent germer ou ne pas germer, mais en fait, l'important, c'est cette action de planter des graines. Et peut-être qu'à un moment, elle germera et ça changera, ça aura un impact dans la vie d'une personne, c'est ça qui est suffisant pour transformer la société derrière, hein, parce qu'il suffit d'une personne au bon moment, au bon endroit, ou que sais-je, pour que les choses évoluent. Et je suis tellement d'accord avec toi sur les cours qu'il faudrait donner à l'école. Et c'est vrai que c'est chose que je comprends pas trop, pourquoi on n'apprend pas aux enfants, je sais pas, des cours d'empathie aussi, ce genre de choses, parce que ça, c'est quelque chose qui manque cruellement. Enfin, ça se voit avec les réseaux sociaux, hein, l'empathie, la bienveillance, avec tous les haters qui existent et la façon dont sont dites les choses, enfin toutes les horreurs aussi partout hein, sur Internet. C'est vraiment tout un sujet. Et quand tu parlais de cours de parentalité, ça me faisait penser parce que j'avais eu une discussion avec Sylvie Lee sur les livres de jeunesse inclusive, ce qu'elle avait pu écrire. Et en fait, c'est vrai que elle comprend pas trop. Et d'un côté, je suis d'accord avec elle, mais en plus, je comprends pas. C'est qu'en fait, quand tu vas adopter un enfant, franchement, là, tu dois être hyper carré sur tout plein de sujets, bien comme il faut pour pouvoir adopter. Alors que quand tu fais ça, parce que tu peux le faire de voie naturelle, en fait, n'importe qui, on va dire, peut devenir parent. Et ça, c'est hyper injuste. Ben, disons que moi je suis d'accord pour que les parents qui veuillent adopter soient, comment dire, bah oui, inspectés, quoi. On voit s'ils soient capables. Mais comme je te dis, je pense qu'il faudrait aussi des cours de parentalité. C'est clair, qu'est-ce qu'on fait pas avec un enfant? Voilà. Et, euh, et ça, bah non, ça n'existe pas. À partir du moment où tu peux en faire naturellement, tu en fais. Bah, pourquoi? Bah, parce que de toute façon, il faut bien se dire que les États ont besoin d'enfants puisque ce sont quelque part des consommateurs. Donc, comment dire, faire des cours de parentalité, ça va peut-être être réduire le nombre d'enfants. Parce que par exemple, peut-être que des familles se diront, bah, plutôt que d'avoir quatre enfants, je vais en avoir deux pour plus me concentrer, etc. J'ai rien contre les grandes familles, hein, mais voilà, il y aura peut-être des choses qui changeront. Et ça fait flipper quand même notre société capitaliste de consommation, hein. Donc, oui, oui, faites des enfants, même si vous les élevez mal, on trouvera toujours des familles d'accueil. Enfin, vous voyez, tu vois, tout ça est quand même fou. Voilà. Plutôt que de se dire, on préfère que sur notre planète, il y ait des humains qui vont bien, on veut qu'ils soient nombreux pour consommer, tu vois. C'est un peu ça le truc. Donc allez-y, faites des gosses, non mais, tu vois. Alors voilà, donc oui, moi je suis, enfin, je sais pas quelle était sa vision de ton invité, si elle était contre ces enquêtes qui sont faites pour les personnes qui veulent adopter, je sais pas. Mais moi, je pense que je suis pour et je serai pour parce que bah ouais, on voit bien, et ça c'est dans tout type de famille quoi. Alors l'inceste, c'est dans tout type de famille, hein. C'est des choses qu'on devrait remettre bien en place dans la tête des gens qui veulent faire des enfants, quoi. Voilà. Pour répondre à ta question, mon invité Sylvie Lee n'était pas contre, justement, elle trouve ça normal qu'il y ait plein de choses, une enquête, on va dire, qui soit faite, mais c'est vrai que je pense qu'elle partagerait vraiment ton point de vue qu'il faudrait que
il y ait des cours de parentalité pour les familles qui n'ont pas besoin de passer par la procréation médicalement assistée, parce que du coup, forcément, bah, je pense que ça doit être frustrant, à mon avis, à vivre, de savoir que toi, tu as très envie d'avoir un enfant et tout, et que ça prend un temps de ouf, et qu'il y a plein de choses à faire, à contrôler aussi, alors que sinon, ça peut être plus simplement. Sinon, quand tu as la possibilité d'en faire par toi-même, il n'y a pas ces contrôles qui sont réalisés, et c'est vrai que introduire des cours de parentalité, ce serait intéressant, mais comme tu dis, malheureusement, avec Macron qui, je reprends ces termes, qui parle de réarmement démographique, c'est vrai que c'est très triste qu'on ait de cette vision socio-capitaliste de consommation qui, mine de rien, a tué la planète en 50 ans. Hein. Le capitalisme, c'est terrible, c'est fou, mais en fait, on se pose jamais la question quels enfants on va laisser à la planète. On pose toujours la question inverse, quelle planète on laisse à nos enfants, mais pourtant, si on a des enfants qui sont bien éduqués, qui sont bien conscients des problèmes sociétaux et compagnie, ils vont pouvoir changer les choses. C'est aussi important de pouvoir leur apporter des nouveaux récits en termes de construction, parce que par exemple, pour reprendre l'exemple de la planète, on parle toujours, bah oui, la planète elle est foutue et compagnie. Enfin, il y a plein de films qui montent ou de séries. Enfin, il y a Black Mirror, où ça montre le, la nouvelle technologie, à quel point ça peut être brisant, mais sur tous les aspects. Alors que si on avait des constructions de nouveaux récits, déjà, ce serait mieux, parce qu'il y aurait un peu de positif. Et c'est important, je pense, d'avoir de l'espoir pour que la société de demain soit meilleure. Et c'est pour ça que je trouve ça cool, avec ton magazine Chica, que tu apportes cet espoir, tu montres les choses telles qu'elles sont à des enfants, parce que ça, je trouve ça bien de pouvoir montrer la vérité, de pas leur cacher les choses, mais de leur dire d'une façon positive, en disant oui, ça a été dur, les femmes, c'est vrai qu'elles se battent au quotidien pour avoir tel ou tel ou tel droit, mais elles y arrivent, il y a celles-là, elles sont super badass, tiens, toi, tu pourras peut-être devenir la future présidente, limite, parce que par exemple, pour de président, on n'a jamais eu de présidente femme en France, et c'est sûr que ça va pas inciter les petites filles à rêver, bah tiens, je veux devenir présidente, si elles ont pas de rôle modèle derrière pour pouvoir s'identifier et se montrer que c'est possible d'y aller, quoi. Oui, alors j'ai justement, j'ai une parce que alors oui, ça c'est un autre volet dont on n'a pas parlé. Bah, j'ai mes lectrices et quelques lecteurs qui m'écrivent beaucoup et donc bah, là récemment, il y en a une là qui m'a expliqué qu'elle se servait de Chica pour faire ses actions féministes et que son truc à elle, un jour, c'était d'être présidente, tu vois? Alors peut-être qu'elle le saura. Et oui, ça c'est très important pour moi de me rendre compte parce que quand tu écris un livre, souvent, c'est très difficile d'écrire à l'auteur. Tu sais pas à qui écrire en fait. Tu vois, quand tu lis un livre, il n'y a jamais écrit si tu as envie d'écrire à cette autrice ou à cet auteur, voici son email ou voici l'email, etc. Jamais. Donc celles et ceux qui ont envie, ils arrivent à trouver l'adresse de l'éditrice ou de l'éditeur, enfin bon, bref. Alors que moi, dans Chica, si tu veux, tout le temps, je leur donne le mail chica@chica.fr où elles peuvent m'écrire. Et c'est ça qui est fabuleux parce qu'elles sont devenues mes détectives. Elles m'envoient des photos quand elles sont dans des boutiques pour me montrer les objets sexistes ou les objets roses et bleus, les objets à qui on applique la taxe rose, etc. Donc ça, c'est fabuleux. Elles me racontent aussi leur combat en classe, les exposés qu'elles font. Elles me racontent aussi ce qu'elles subissent. Hein. Là, par exemple, il y a une petite qui fait du triathlon et qui explique que dans son équipe, il y a des garçons et que les garçons sont vraiment nazes avec les filles, même violents verbalement, qu'elles ont beau se plaindre, ils continuent. Tu vois, je veux dire, on est devenu aussi un peu le bureau des plaintes, mais avec toute l'empathie que je peux avoir pour ces petites filles qui vivent déjà du harcèlement, du sexisme. Et ça, c'est aussi important de voir que toutes petites, les filles, elles trinquent hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Et ça, je mets ça aussi en avant dans le magazine, des vrais témoignages, que ce soit positifs ou négatifs, des SOS si tu veux. Euh, c'est important que mes lectrices et mes lecteurs lisent ça. Voilà, c'est la réalité de la vie en fait. Et on peut combattre, on peut souffrir. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà.
C'est hyper important ce que tu nous dis parce que bah, c'est déjà super chouette parce que les petites filles et les petits garçons peuvent se rendre compte en lisant ton magazine je ne suis pas seule et surtout en fait elles peuvent mettre des mots sur leurs mots vu qu'elles ont été sensibilisées au sujet parce que moi quand j'étais petite par exemple en fait avec du recul je sais que j'ai toujours été féministe, je me suis toujours indignée sur pas mal de choses mais en fait je savais pas que c'était pas normal. Par exemple quand j'étais petite les garçons, enfin, avec la cour de récré, quand j'étais en primaire, les garçons, ils prenaient tout l'espace avec leur football et nous, les filles, on était sur le côté. On n'avait pas d'espace. Et moi, ça m'énervait. Du coup, je faisais du forcing pour jouer avec eux au foot, alors que j'aimais pas ça parce que je voulais prendre ma place. Et ça, c'est des choses que j'avais pas conscientisées. Pareil, quand j'ai appris à 6 ans la règle masculin l'emporte sur le féminin, j'avoue que je me suis sortie vraiment très en colère. J'ai trouvé ça tellement injuste, mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi c'était injuste. Je comprenais pas ce que je n'étais pas sensibilisée, parce qu'à cette époque-là, quand j'avais 6 ans, bah, il y avait pas tout ça. Enfin, j'ai appris que j'étais féministe bien plus tard. C'est quand en 2021, quand j'ai lancé mon compte Instagram féministe Stelou, là, j'ai su que j'étais féministe et j'ai pu faire le lien avec tout ce qu'il y avait derrière. Mais là, je trouve ça chouette que, bah, du coup, les petites filles et les petits garçons, dès leur jeune âge, ils sont conscients qu'ils sont féministes. Du coup, bah, c'est hyper positif pour la société de demain, en tout cas. Bah écoute, oui, enfin moi elle et il m'épate, hein, vraiment mes lectrices. Alors il y a très peu de lecteurs évidemment parce que tu sais aussi bien sûr que parmi les stéréotypes de genre, il y a les garçons n'aiment pas la lecture. Donc ce qui est évidemment la réalité quand on te met ça dans la tête, dès le plus jeune âge. Bah, les garçons ils sont censés courir, si tu lis c'est et que tu un garçon, c'est louche, et cetera. Donc bien sûr, que, donc moi par exemple, j'ai décidé de mettre mon magazine, les phrases au féminin, c'est-à-dire, je vais écrire tu es prête, et pas tu es prêt, parce que j'estime que si un garçon qui lit, bah oui, nous ça fait des siècles que tout est masculinisé, quand on lit des magazines, donc il n'y a pas de raison qu'ils disent pas ça. Mais voilà, donc ouais. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, ben oui, j'espère, je pense que mes lectrices et mes lecteurs arrivent à conscientiser un peu plus et que Chica leur permette de passer autour d'elles des messages importants. Voilà. Hmm. Très bien. Bah, en tout cas, je trouve ça très chouette, en tout cas, que tu mettes bah, tout au féminin pour Chica, parce que ça me fait penser vraiment au travail de Tiffany et ou même de la newsletter de Vox, parce que c'est très important. Enfin, comme ça peut se rendre compte, on peut se rendre compte que le masculin n'est pas neutre en réalisant ainsi. Mais du coup, bon, le temps passe très vite. C'est déjà la fin de l'épisode, donc pas forcément le temps de rebondir là-dessus, parce que là, on passe à la conclusion. Du coup, quel serait pour toi le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit? Alors d'abord, moi je reprendrai le, le slogan, la baseline, comme on dit en termes de magazine, de mon magazine de Chica, c'est-à-dire faites du bruit les filles. Bah oui, c'est important aujourd'hui d'ouvrir sa bouche et de dire des choses, de plus avoir peur, de lutter contre ses peurs. C'est la chose la plus importante pour moi au monde, c'est lutter contre ses peurs et d'abord, il faut savoir les identifier. Alors, quand on est petit, c'est compliqué. Quand on est petite et petit, c'est compliqué, mais euh, c'est important de les identifier le plus rapidement possible pour lutter contre, hein, parce que c'est ça qui nous empêche beaucoup de choses. Des femmes qui ont peur, par exemple, de ne jamais avoir d'enfants, donc qui se mettent avec le premier venu. Des femmes, tu vois, on se rend compte que tout ce qu'on fait, finalement, souvent, les choses qui nous mènent à la catastrophe, parce qu'au départ, il y a une peur. Donc, moi, c'est important pour moi que les peurs, même si c'est très humain, il ne reste que finalement la peur qu'on ressent quand on traverse et il y a une voiture qui arrive très vite, tu vois, des choses très instinctives et pas tu parlais de croyances limitantes tout à l'heure, ces croyances qui nous empêchent de faire des choses et qui nous font peur. Donc ça, c'est important pour moi et vraiment, vraiment, pour moi, c'est hyper important que les filles euh, pensent à elles en premier, qu'elles ne fassent pas leur choix en fonction de l'amour. Voilà. Si un homme t'aime, il acceptera aussi tes choix, tu pourras en discuter. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Ne massacre pas tes études parce que ton copain
décide de changer de ville, ou n'est pas d'accord avec tes choix, ou veut absolument vivre avec toi alors que toi tu veux faire des études très loin. C'est important que les filles puissent être indépendantes dans ce monde, hein, indépendantes financièrement, puisque c'est quelque part, on est dans un monde capitaliste, hein. Donc, tant que les femmes qui auront envie de rester chez elles pour élever leurs enfants ne seront pas payées, eh bien, on n'a pas d'autre choix aussi, et aussi parce que si on a envie de faire autre chose, de travailler pour être indépendante, voilà. Parce qu'on les compte plus, ces femmes qui ont divorcé, qui avaient fait un choix de travail, comment dire, moins rémunéré et qui se retrouvent complètement, enfin, avec des conditions de vie terribles parce qu'elles avaient fait des choix, entre guillemets, par amour, voilà. Donc c'est un peu plus d'égoïsme, les filles. Et franchement, c'est pas terrible d'être égoïste quand on voit toutes les choses contre lesquelles on doit lutter. Donc oui, faites du bruit, soyez égoïste et ben changez le monde aussi. Voilà. C'est très très beau ce que tu nous dis. Oui, c'est tellement important que les filles se fassent passer d'abord leurs besoins d'abord et bah, du coup fassent leurs choix en conscience et du coup chaque petit pas que tu fais, bah, ça peut changer le monde d'une certaine manière. Donc être aligné avec tout ça, c'est super important. Et du coup, pour continuer à la suite de mes questions, toi, qui sont tes rôles modèles? Alors mes rôles modèles, évidemment, ça va être des femmes qui sont allées très loin dans leur combat. Ça va être des révolutionnaires pendant la Révolution française, ça va être des résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que là, franchement, elles sont allées dans des endroits où en plus on n'en voulait pas. Par exemple pendant la Révolution. Euh, pour moi, elles ont risqué leur vie. Voilà, donc des femmes justement qu'on a signé à ne pas avoir de rôle politique ni révolutionnaire. Ben, ça, pour moi, c'est mes rôles modèles. Et puis, ma rôle modèle préférée, c'est ma mère, alors ça semble étrange, mais ma mère, c'est une femme au foyer qui a 96 ans aujourd'hui et ben, elle m'épate toujours, elle ne se plaint en rien, elle s'intéresse à à la politique, à des choses, alors qu'elle est à tout ce qui est actualité, etc. Et elle me donne beaucoup de force parce que quand on a 96 ans, le corps, évidemment, ne suit plus, son cerveau est toujours bien présent. Et quand j'ai un coup de mou, je pense à elle qui ne se plaint jamais, qui vit seule, qui ne peut plus vraiment sortir, etc. Donc voilà, moi, mon rôle modèle, c'est cette femme face à la très grande vieillesse qui continue à lire, à faire des mots croisés, à s'intéresser à des choses, même si elle ne voit plus grand monde et qu'elle peut plus beaucoup sortir. Voilà, et j'ose espérer que on peut avoir aussi des rôles modèles proches qui, euh, qui n'ont pas forcément révolutionné la planète, mais qui par leurs actes et leur façon d'être nous font beaucoup de bien. Oui, c'est très important ce que tu nous dis et ça me fait penser que on avait le cliché que quand tu parlais des résidentes, etc., qui t'inspirent, on a toujours eu le cliché que les femmes n'ont pas changé l'histoire et qu'elles l'ont pas marqué, alors que en fait c'est faux. Elles ont toujours été présentes, elles ont toujours été actives, elles ont toujours eu une place, mais elles ont été invisibilisées. Et par rapport à ta maman, bah je vois que elle fait preuve d'une grande résilience et c'est une battante. Et en effet, il n'y a pas besoin d'être la prochaine, par exemple Simone Veil ou Marie Curie pour changer les choses. Il suffit de transformer la vie d'une personne, bah, du coup, la tienne en l'occurrence, c'est déjà un très très beau, une très très belle chose en fait, et c'est suffisant pour ce que tu vas faire derrière pour contribuer positivement dans la société. Ça fait vraiment un effet un peu domino, quoi. Donc c'est plutôt très chouette et très beau. Bah écoute, merci. Avec plaisir. Et pour continuer dans la suite de mes questions, il me reste encore quelques-unes. Quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent bien? Bien évidemment ton magazine Chica, ça c'est sûr. Ok, alors quelles ressources? Tu veux dire donc plutôt pour des adultes? Comme tu le sens, comme tu veux. Ok, bah c'est-à-dire aujourd'hui, moi, j'ai envie de leur dire que aller dans une librairie, maintenant toutes les librairies ont des espaces et je suis très contente des rubriques féministes, hein.
il n'y a pas une semaine sans qu'il sorte un livre. Moi-même, chez moi, j'ai ce que j'appelle ma chicathèque, c'est-à-dire que tous les jours, je reçois des livres. Et en plus, parfois, il y a des choses qui sont complètement. Je trouve que la façon de faire est de plus en plus inventive. Là, par exemple, tu vois, il y a cette collection, là, plutôt pour les enfants, chez Poulpe, chez Poulpe Fiction. Ben, elles font, par exemple, là, tu vois, c'est les Reines de France vues par une ado. C'est du docu-romancé. Et ça, je trouve ça super. C'est-à-dire, on n'est pas avec le cours d'histoire un peu chiant, on te donne des dates et tout. Tu vois, c'est vraiment très, très chouette à lire. Et en fait, tu vois, c'est vraiment de la docu-fiction. Donc ça, pour les plus jeunes, toute cette collection Poulpe Fiction, j'adore. Qu'est-ce que j'aime? J'en reçois tellement. Laisse-moi réfléchir. Bon, en termes de médias, évidemment, je lis enfin, je suis abonnée à tous les comptes féministes en tout genre. Donc c'est pareil, hein. Et c'est ça qui est intéressant dans les comptes féministes, que ce soit sur Insta, Facebook, etc. C'est que ça tourne parfois sur des choses complètement incroyables, comme que Chloé Thibault, Désirer la violence, elle fait une newsletter. Donc son livre, c'est Désirer la violence. Je trouve elle arrive à comme ça à avoir un angle qui est complètement incroyable et inédit. Et ça, c'est génial. Et elle fait aussi une newsletter de Simone Média, en fait. Voilà. Et je trouve qu'à chaque fois aussi, elle trouve des angles extrêmement différents des angles qu'on peut entendre d'habitude. Donc elle, je l'aime bien, cette fille, elle me plaît bien. Et elle est beaucoup moins connue que toutes les féministes alpha, dirons-nous, que j'aime beaucoup aussi, hein, mais qui, parfois, il y en a d'autres qui sont un peu moins connues, mais qui sont tout aussi bonnes dans leur discours et dans leurs idées, quoi. Parfois, elles ont des idées très innovantes, en fait. Mmh. En tout cas, bah, merci beaucoup pour ces ressources. En effet, elles sont hyper intéressantes et c'est vrai que c'est super de pouvoir apprendre de façon ludique en s'amusant et d'apprendre des personnes plus ou moins connues, puisque voilà, c'est pas parce que t'es connu que t'as forcément du bon contenu et tu peux être inconnu et avoir un excellent contenu. Mais du coup, voilà, pour passer maintenant aux 2 dernières questions de l'épisode, que signifie pour toi le terme féminisme et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, que signifie pour moi le mot féminisme? Ben, c'est un mot, quelque part, j'ai envie de te dire, qui ne devrait plus exister. Donc, je suis encore tellement triste. Tu vois, c'est comme quand on dit les restos du cœur, ça ne devrait plus exister. Voilà, c'est un mot qui ne devrait plus exister. C'est-à-dire qu'au fond, ce mot-là signifie bien une problématique. Donc pour moi, ce mot veut dire qu'il y a un problème dans notre société. Alors, il y a plein de façons de faire en sorte que ce mot disparaisse. Il y a beaucoup de femmes qui font en sorte que ce mot puisse un jour disparaître. Mais il y a quelques hommes, mais plutôt pas nombreux malgré tout. Donc c'est plutôt un job de femme et c'est dommage, hein, ça devrait être un job de tout le monde. Voilà, donc c'est un mot qui existe, mais j'aimerais qu'il disparaisse un jour. Je pense pas que quand j'aurai 80 ans et que j'achèterai un dico ou que je regarderai sur mon appli intégré sur une puce dans mon corps, je pense qu'il sera toujours là. Je pense que le combat qu'on connaît, qui existe depuis fort longtemps, est loin d'être fini. Donc voilà, pour moi, c'est un mot qui veut dire combat et c'est un mot, j'aimerais bien qu'il disparaisse un jour ou qu'il soit dans des livres d'histoire en disant un jour ce mot a existé. Voilà. Je partage ton point de Dernière vue. question. Alors, je ne sais pas si tu l'as prévu, si tu l'as déjà interviewé, mais moi, il y en a une que j'adore, c'est Tiffany Day. Et pourquoi je l'aime? C'est parce que je pense que je n'ai jamais vu une femme aussi sorore. Oui, c'est une femme qui est complètement dans la sororité. Elle dit des choses qui m'épatent. Alors déjà, évidemment,
son invention incroyable de féminine universelle qu'elle arrive à maîtriser en interview. Bon, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est une femme qui, bon, c'est une autrice et comédienne et féministe, bien sûr, et qui a plein d'autres combats à part les femmes. Elle est aussi, elle combat aussi pour les animaux, etc. Enfin bon, c'est une femme qui a beaucoup de combats. Par exemple, elle va dire elle était une fois à la place de il était une fois, mais elle va dire profondément au lieu de profondément. Enfin, quand on l'écoute, c'est juste fou et ça a l'air de couler de source d'une façon. Voilà, elle va dire brava au lieu de dire de bravo. Enfin, tout, voilà, déjà, rien que moi, je suis épatée par sa maîtrise, rien que de cette langue qu'elle a inventée. Ensuite, effectivement, c'est sa sororité qui est profonde et sincère, qui m'émeut beaucoup. Elle va dire d'ailleurs que c'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec quelqu'un, avec ce qu'elle dit, mais elle est d'accord de ne pas être d'accord. Et ça, je trouve ça fabuleux. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas se mettre en combat contre d'autres femmes. On le sait, dans le féminisme, il y a plein de courants, et parfois, effectivement, des femmes sont pour certaines choses, d'autres femmes sont contre, enfin d'autres féministes sont contre, et ça crée des combats en interne. Et c'est triste, parce que finalement, parfois, certaines féministes sont plus en train de se combattre entre elles que de participer à ce grand combat du féminisme. Voilà. Donc elle, c'est vraiment, je crois, la plus sorore des féministes. Et j'espère, mais je suis sûre que tu l'as prévu en interview. Dis-moi, Estelle. Oui, exactement, je vais l'interviewer le 16 octobre, justement. Tu vois, donc je suis très 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 ravie que tu l'interviewes. Elle est fabuleuse et puis tes auditrices et auditeurs vont se régaler avec cette maîtrise de cette langue complètement incroyable et puis évidemment se régaler par ses messages et, et cette sororité enfin, je veux dire, moi je n'ai pas le quart de la sororité qu'elle a, je m'en rends compte, hein, tu vois. Et donc elle me donne beaucoup de très bonnes leçons et elle me donne vraiment envie de bouger. Tiens, voilà une qui a un bon rôle modèle aussi, Tiffany Day. Tiffany Day. Oui, complètement. Moi, j'adore le travail de Tiffany Day, moi aussi, parce que je l'avais vue 2 fois en spectacle, et parce que j'avais amené ma famille à aller la voir, et je pense que j'irai encore la voir pour la faire découvrir avec d'autres personnes, parce que je trouve son travail incroyable. Elle mérite vraiment d'être plus connue, de pouvoir jouer sur des scènes encore plus grandes, parce que son travail, il est exemplaire. Enfin, ces spectacles sont des pépites. Moi, j'adore. Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que là, depuis quelques mois, elle commence vraiment à être de plus en plus connue. Et ouais, comme toi, j'espère que de plus en plus de gens iront à ces spectacles parce qu'elle est juste fabuleuse, quoi. Voilà. Complètement. Bah, les personnes qui nous écoutent, vous savez quel spectacle vous devez aller voir. Bon, bah, c'est déjà la fin de cet épisode. C'est passé très vite. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce temps et pour toutes les informations qu'on a partagées ensemble. Ce moment était très chouette et merci aux auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Bah écoute, merci à toi Estelle et puis bravo pour ce podcast. Voilà, toi aussi, tu fais partie de la grande famille des femmes qui veulent changer le monde. Donc, je te remercie de ton accueil et bravo à toi aussi. On est ensemble dans le combat. Bravo aussi. Salut, Petit cœur à grande distance. Ciao, ciao. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!